Bien, je vous propose de commencer cette troisième leçon de cette année sur l'inégalité devant les maladies infectieuses. Tout d'abord, je voudrais vous souhaiter une très très bonne année 2013. Vous remercier d'être là, présents, fidèles à ces leçons qui ont leur côté positif, leur côté négatif. Je sais que mes cours sont parfois un petit peu trop longs, mes diapos un petit peu chargés. Tous les ans à la même époque, je me jure de changer et de faire plus mieux et plus dense et peut-être moins chargé sur les diapositives. J'ai un petit peu de mal. Bon, enfin bref, j'espère que vous me le pardonnerez. Sachant que, une fois de plus, au-delà de l'assistance ici à ces cours, qui est bien sûr très, très importante, très précieuse, les cours sont podcastés, donc ils sont disponibles sur les sites web du collège, ceux-ci et les autres, bien entendu. Maintenant même, les cours sont doublés en anglais, ce qui permet d'élargir encore plus l'audience possible de ces cours, en particulier dans les milieux universitaires anglophones. Donc il y a eu de vrais efforts ces dernières années par le collège pour assurer un maximum de développement et d'audience en fait de ces cours. Donc ça c'est un peu l'introduction et on va continuer donc dans le fil du thème de cette année. On a envisagé les finalement inégalités de nature plutôt sociale, socio-économique. On a envisagé d'ores et déjà avec le séminaire du docteur Arnaud Marchand les inégalités devant les maladies infectieuses en fonction de l'âge. Et aujourd'hui, le docteur Elodie Crétel va vous illustrer l'autre extrémité du spectre, si je puis dire, qui est toute la problématique du vieillissement du système immunitaire et de son impact éventuel sur la sensibilité des personnes âgées aux maladies infectieuses. Et puis on va faire aussi une composante génétique, et ça va être l'objet du cours d'aujourd'hui. C'est-à-dire ce que je vais essayer de vous traiter dans cette présentation, c'est finalement à la fois les méthodologies, même si je ne suis pas véritablement un spécialiste très pointu, loin de là d'ailleurs en génétique humaine, mais finalement d'essayer de vous mettre un petit peu en perspective cette problématique d'abord de la sensibilité, ou de la résistance d'ailleurs, médiée génétiquement, et comment on peut éventuellement aboutir par des études génétiques ou génomiques extrêmement pointues à l'identification de gènes qui expliquent en réalité cette éventuelle sensibilité. Alors on a tendance à dire susceptibilité parce que c'est le terme qu'utilisent les anglo-saxons, mais susceptibilité en français ça veut dire autre chose, vous le savez fort bien, donc on va garder ce terme de sensibilité. Donc la notion de sensibilité aux maladies infectieuses, on va y revenir sous plusieurs formes. J'ai essayé de l'illustrer d'emblée par une diapositive un petit peu frappante qui associe trois cas. Un cas d'infection bactérienne, un cas d'infection virale, un cas d'infection parasitaire, et on y reviendra justement dans le cours de la présentation. Le premier cas, le cas du haut, c'est l'infection méningococcique. C'est que des jeunes enfants colonisés par un micro-organisme qui est Neisseria meningitidis dans leur voie aérienne supérieure, éventuellement n'ont pas de symptômes, ou pour une raison ou pour une autre, j'en avais parlé à des cours précédents, vont développer une infection qu'on appelle systémique, avec une diffusion du micro-organisme dans le sang, et vont éventuellement faire une méningite. Donc il y a déjà la question de savoir si finalement cette différence de comportement entre le portage et la maladie a éventuellement un support génétique au-delà de modifications éventuelles par rapport au micro-organisme lui-même qui, chez le cas du méningocoque, sont très difficiles à identifier. Mais sur ce fond qui est finalement le fond classique de l'infection méningococcique, on voit parfois, heureusement très rarement, survenir des formes gravissimes, c'est ce qu'on appelle le purpura fulminans, avec des jeunes enfants, des jeunes adolescents en pleine santé, qui vont, en l'espace de quelques heures, parfois 2 ou 3 heures, sombrer dans le coma et présenter cet état de sepsis grave qui, s'il n'est pas pris de façon urgentissime, c'est probablement une des plus grandes urgences médicales qui existent, par un traitement antibiotique et de réanimation, va décéder très très rapidement, ou garder des séquelles épouvantables liées en fait à la multiplication massive du micro-organisme, pas tant dans les méninges à ce stade que dans le système vasculaire, avec des thromboses périphériques et les conséquences que vous pouvez imaginer. Donc finalement, qu'est-ce qu'il y a derrière cette différence? Ça fait partie, bien entendu, de ces notions
finalement de traits génétiques expliquant susceptibilité ou résistance. Le deuxième cas, c'est celui de l'herpès, herpès simplex virus 1. 80% de la population européenne est infectée par l'herpès virus 1. La manifestation initiale, ce qu'on appelle la primo-infection, s'exprime généralement de façon tout à fait anodine par une angine, ce qu'on appelle une angine herpétique, avec quelques petites ulcérations au fond de la gorge, mais le plus souvent rien du tout. C'est-à-dire que la primo-infection est parfaitement asymptomatique. Et puis, une très faible fraction de la population, en particulier de jeunes enfants, vont brutalement développer des symptômes neurologiques en fonction de la localisation, comme c'est souvent temporal, une hémiplégie ou un déficit moteur, avec bien entendu de la fièvre et des symptômes d'encéphalite. Et on va voir très vite au scanner et à l'IRM ces lésions nécrotiques extrêmement inflammatoires à la périphérie de la lésion centrale qui correspondent à ce qu'on appelle l'encéphalite herpétique. Et là aussi, on se disait qu'il y avait très probablement derrière ça peu de chances que le virus soit différent, car aucune différence génotypique n'avait été vue dans les souches virales responsables de ce type d'affection, mais plus une différence de nature génétique. Donc ça, c'est un exemple typique, je dirais presque caricatural, en matière d'infection virale. Et puis il y a une troisième situation, j'ai pris un exemple dans chaque grand domaine de la pathologie infectieuse, en parasitologie, qui est celui du neuropaludisme, en particulier dans les populations pédiatriques, dans les pays où le paludisme est endémique, où certains enfants vont faire des paludismes récidivants avec, lorsque c'est une infection à Plasmodium falciparum, la fièvre tierce classique, la fièvre, éventuellement à terme des complications, en particulier une anémie, mais jamais cette forme très particulière qui s'appelle le neuropaludisme et qui, en fait, physiopathologiquement correspond à une parasitémie massive qui va se localiser très largement dans les capillaires cérébraux et donner lieu, bien entendu, à des complications neurologiques que vous pouvez imaginer et qui sont, en gros, entre guillemets, résumées sur la photo que je vous ai mise ici. Donc, pourquoi, finalement, notre expérience, en général, en moyenne, avec les maladies infectieuses, se situe plutôt sur le versant, je ne dirais pas de la bénignité, certaines d'entre elles sont assez graves, mais pourquoi, dans certaines situations, certaines personnes vont développer des formes gravissimes et éventuellement en mourir. Tout ça est un domaine très très riche qui se développe très très rapidement à l'heure actuelle. Alors justement, c'est l'occasion de dire, et sans faire du tout de chauvinisme, qu'il y a en France, au fil des années, s'est développée une école autour de la génétique humaine, de la sensibilité et de la résistance aux maladies infectieuses, avec des pionniers, en particulier le professeur Claude Grisselli à l'hôpital Necker, et toute l'école qu'il a pu ultérieurement former, en particulier des personnes aussi brillantes qu'Alain Fischer, qui s'est spécialisé très tôt dans les déficits immunitaires héréditaires, c'est-à-dire ceux qui donnent des troubles de l'immunité très très tôt dans la vie, après la naissance, avec les conséquences infectieuses, bien entendu, que vous envisagez. Jean-Laurent Casanova, qui est un autre chercheur qui s'est beaucoup plus spécialisé dans les déficits monogéniques, donnant lieu à des infections un peu plus tardives. On reviendra, ces notions sont parfois un petit peu complexes, encore maintenant à décanter. Des gens comme Alain Dessin qui ont fait énormément sur la susceptibilité, la sensibilité médiée par des traits génétiques à des parasitoses, en particulier la bilharziose, par exemple. Donc il y a eu toujours, ces dernières années en tout cas, une tradition extrêmement active de travaux, et vous verrez au fil des références qui seront vues sur mes diapositives ou que vous pourrez reprendre ensuite sur le cours, à quel point ces équipes sont présentes et de façon parfaitement justifiée. Alors, je l'ai déjà dit finalement dans la première diapositive, il y a cette notion de variabilité individuelle et de sensibilité aux agents infectieux. Et en fait, seule une partie des individus qui sont exposés à un agent infectieux vont développer véritablement une maladie, et le degré de cette maladie, sa gravité, va varier d'un individu à l'autre. Et ça, Charles Nicolle l'avait très bien observé et l'avait parfaitement bien résumé avec ses mots dans ses leçons, d'ailleurs au Collège de France au début des années 30.
Alors, les causes n'avaient jamais été très claires avant qu'on ait fait tous les progrès qu'on a pu faire dans la connaissance de la génétique et en particulier maintenant de la génomique. On pensait beaucoup à une variabilité au sein de l'espèce pathogène, c'est-à-dire qu'on pensait qu'un patient allait développer une forme plus grave parce que le microbe avait une particularité médiée génétiquement, très probablement, qui allait faire qu'il développerait chez l'autre quelque chose de différent d'un microbe proche phylogéniquement, mais n'ayant pas éventuellement ces attributs, et on y reviendra rapidement. Il y a les facteurs environnementaux, on en reparlera la semaine prochaine, la tuberculose, la pauvreté, les déficits immunitaires, le sida, tout ça, ça crée un environnement autour de micro-organismes qui peuvent réémerger de façon extrêmement brutale du fait de la faiblesse des défenses de l'autre, mais on n'est pas là nécessairement dans un environnement génétique. Et puis, il y a le troisième paramètre qui est celui qu'on va discuter et traiter aujourd'hui, qui est celui des facteurs génétiques de l'autre. Alors, très tôt dans l'histoire de la médecine, quand la maladie tuberculeuse en particulier a été découverte, les gens ont vu qu'il y avait des agrégats familiaux, que plusieurs membres d'une même famille pouvaient avoir la tuberculose, et y compris les enfants et les petits-enfants d'une même famille. Et l'interprétation à l'époque était, sans connaître encore les rudiments de la génétique, bien entendu historiquement, et sans savoir non plus que la cause était infectieuse, c'est-à-dire liée à un microbe pathogène, l'idée était que la maladie tuberculeuse en tant que telle était transmise de génération à génération. C'était déjà une observation importante dans ce qui allait venir ultérieurement. Et puis au milieu du XIXe siècle, avec en particulier l'école pasteurienne et l'école de Robert Koch en Allemagne, le projecteur finalement s'est très nettement déplacé vers le micro-organisme et l'intérêt s'est porté très très largement sur le pathogène, avec cette idée que je mentionnais précédemment que beaucoup des différences étaient probablement liées à des différences intrinsèques au sein des pathogènes responsables, ou au fait que certaines formes de la maladie soient liées à des espèces proches mais pas tout à fait identiques, enfin toute une notion qui se recadrait autour de la notion de pathogénicité. Mais Pasteur, qui était fine mouche, avait déjà anticipé un petit peu la chose, parce que quand on relit son travail, il parlait bien entendu du rôle du pathogène, mais il n'oubliait jamais d'insister sur le rôle de ce qu'il appelait entre guillemets, que j'ai mis entre guillemets moi-même, le terrain. Et le terrain, même si le terme à l'époque était très largement un terme générique et sans véritablement de précision sur ce que ça pouvait contenir, il y avait clairement l'idée que l'hôte lui-même jouait un rôle dans son propre destin par rapport à un processus infectieux. Et très vite, en particulier lorsque Mendel a mis tout en route cette théorie génétique on a vu, et les gens ont commencé à essayer de disséquer des traits mendéliens dans la survenue de ces processus infectieux. Et finalement, étape par étape, les choses ont commencé à se construire. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point qui est important, sur lequel on insiste peut-être pas assez, ou je n'ai pas peut-être suffisamment insisté jusqu'à présent dans mes cours, c'est vraiment le poids des maladies infectieuses sur l'évolution finalement de l'homme dans sa diversité génétique. En fait, l'observation, maintenant que le génome humain a été séquencé, et puis au bout de pas mal d'années de mise en place globalement le processus de l'immunité en tant qu'immunité innée ou immunité adaptative, le fait que les gènes de l'immunité sont les plus nombreux dans le génome humain et probablement souligne l'avantage sélectif qu'il peut y avoir, en tout cas pour l'espèce humaine, mais certainement pour les espèces animales en général, à avoir un système immunitaire efficace de façon à assurer proprement leur interface et leur survie en présence du monde microbien, en particulier en présence des pathogènes. Et on voit, quand on fait des analyses, que les allèles, par exemple, qui codent pour les antigènes HLA de classe 1, qui sont, comme vous savez, responsables de la présentation des antigènes aux lymphocytes CD8, c'est-à-dire ceux qui sont responsables de la cytotoxicité sur les cellules infectées par les virus, par exemple, ou lorsqu'on regarde les antigènes de HLA de classe 2, qui sont responsables de la présentation des antigènes aux lymphocytes CD4, on s'aperçoit d'une extrême diversité
d'un nombre très important qui traduit là encore probablement quelque part la nécessité d'une différenciation progressive, probablement par duplication de gènes successives au fil de l'évolution qui permet finalement de compenser en gros notre interface avec les microbes. Et on voit très bien, certaines études l'ont montré de façon relativement convaincante, que les sujets hétérozygotes au niveau d'allèle HLA, par exemple, sont plus résistants globalement aux infections que les sujets homozygotes qui finalement diminuent leur pool de possibilités de reconnaissance et d'interaction avec le monde microbien. Donc on a au fil des années des éléments qui se sont encore une fois agrégés et construits pour imaginer qu'on pouvait quand même mettre en place peu à peu une théorie de la sensibilité ou de la résistance de nature génétique aux infections. Mais dans ce fond finalement de découvertes, de mise en place successive, il y a eu quand même des accélérations extrêmement brutales qui ont amené à la fois des ouvertures formidables sur la compréhension du système immunitaire, mais aussi une vraie mise en équation presque de cette notion d'éléments du système immunitaire nécessaires pour la défense contre certains micro-organismes, pas contre d'autres. Je parle là des anticorps pour les bactéries extracellulaires, de tout ce qui concerne les lymphocytes CD8 en particulier, pour l'élimination des cellules infectées par les virus. Et tout ça a été très largement lié au départ, et ça remonte pour l'essentiel au début des années 50, à la découverte de ce qu'on a appelé, ou de ce qu'on appelle encore les déficits immunitaires héréditaires, DIH, ou les déficits immunitaires primaires, DIP, ça recouvre la même notion, qui sont, en tout cas ce qu'on a vu d'emblée, de transmission mendélienne, parce que c'est ce qu'il est le plus facile, entre guillemets, de faire en matière de génétique quand on observe ce type de cas, et qui ont amené finalement à mettre vraiment cette notion de terrain de nouveau au devant de la scène et de lui donner d'emblée un substrat génétique. Pourquoi début des années 50 ? C'est tout simplement parce que beaucoup de ces déficits immunitaires, bien entendu, s'expriment d'abord et avant tout, on y reviendra, chez les jeunes enfants. Et les jeunes enfants, à la fin du XIXe siècle, voire au début du XXe, ils mouraient beaucoup de maladies infectieuses dans la période périnatale ou dans la période encore nourrisson, jusqu'à l'âge de 5 ans. Ce qui fait qu'il était très très difficile de faire sortir de ce bruit de fond massif de mortalité infantile liée aux maladies infectieuses des sous-groupes d'enfants qui seraient plus particulièrement sensibles à ces infections pour une raison ou pour une autre. Donc tout a émergé en fait à partir des années 50 avec finalement l'hygiène s'est améliorée, meilleure connaissance de la pédiatrie et de la médecine périnatale, les antibiotiques, bien entendu, on rentre dans le vif du sujet, certains vaccins contre la coqueluche par exemple. Donc tout ça a contribué à améliorer considérablement l'état de santé. On a vu d'ailleurs la mortalité infantile s'effondrer à partir de cette période, en laissant finalement, ou en permettant de venir à la surface un certain nombre de situations qui étaient des situations d'hypersensibilité aux maladies infectieuses pour lesquelles on commençait à se dire qu'il y avait peut-être des choses un petit peu bizarres qui se passaient au niveau de la génétique de l'individu. Alors ces déficits immunitaires héréditaires, ils sont rares. Chacun de ces déficits immunitaires héréditaires est très rare, mais comme il y en a beaucoup, on en a répertorié, et beaucoup ont été décrits par exemple par le groupe d'Alain Fischer à l'hôpital Necker. On en a répertorié jusqu'à présent 180, il y en a probablement plus, peut-être 300, voire au-delà. Donc rares certes individuellement, mais multipliés par le nombre, ça finit par faire une situation clinique qui n'est pas négligeable, puisque ça représente environ 1 sur 5000 naissances dans des populations où le niveau de consanguinité, est, comme les populations France par exemple ou en Europe de l'Ouest, est extrêmement faible. Donc voilà un peu le premier coup de tonnerre qui a propulsé le gène, je dirais, dans la thématique de la sensibilité aux maladies infectieuses. Mais souvent, ces individus qui ont ces déficits immunitaires primaires, qui s'expriment très précocement dans la vie, ne sont pas sensibles à une maladie particulière, ne sont pas sensibles à la tuberculose, ou ils ne sont pas sensibles au paludisme, ils sont sensibles à une gamme de micro-organismes qui présentent des caractéristiques un petit peu communes. Alors ça,
ça a émergé justement des découvertes initiales. Et la première découverte, ça remonte à 1952, c'est celle d'Ogden Bruton, qui était un médecin-colonel au Walter Reed Army Hospital à Washington, et qui s'est retrouvé un jour en présence d'un enfant qui n'était pas un très jeune enfant, je crois qu'il devait avoir 16 ou 17 ans, et qui présentait des infections systémiques itératives à bactéries encapsulées type pneumocoque, en particulier staphylocoque. Il avait eu dans les 5 ans précédents cette situation 18 pneumonies. Vous imaginez bien que si ça avait été avant la pénicilline, il n'aurait jamais eu l'occasion probablement de voir cet enfant pour cette situation. Et donc, ce que Bruton a observé, c'est que cet enfant n'avait pas d'immunoglobuline et que finalement, il faisait le lien, ça s'est appelé la gamma-globulinémie de Bruton, qui est une maladie d'ailleurs transmissible liée au sexe, comme l'hémophilie, que cet enfant en fait n'avait pas d'anticorps, et du fait de l'absence d'anticorps, il était bien sûr hypersensible à des infections par des pyogènes classiques, en particulier par le pneumocoque ou le staphylocoque ou Pseudomonas aeruginosa, le bacille pyocyanique. Donc ça a été une première évidence de ce rôle de l'immunité adaptative de nature humorale des anticorps dans la lutte contre les agents infectieux, en particulier ce qu'on appelle les pathogènes bactériens extracellulaires. Mais la deuxième chose très très importante dans cette découverte de Bruton, qui portait sur un malade, à l'époque c'était bien la génétique des maladies infectieuses, il n'y avait pas besoin de grandes séries ou de cohortes, on avait un malade et puis on le publiait. La deuxième caractéristique très très importante, c'est que Bruton et son équipe ont introduit pour la première fois une vraie thérapeutique alternative dans cette situation, qui est une thérapeutique de complémentation. C'est-à-dire que cet enfant a été mis sous ce qu'on appelait à cette époque-là la fraction 2 de Cohn, qui en fait c'était la fragmentation du sérum humain, et on collectait la partie immunoglobuline, et cet enfant a été mis sous immunoglobuline et a survécu jusqu'à un âge probablement avancé. Je ne connais pas la fin de l'histoire. Mais c'est très intéressant parce que Bruton, en fait, c'est très très vite, devant ce cas tout à fait étonnant, rapproché d'un certain nombre de ses collègues, en particulier d'un chercheur absolument formidable, qui est en fait celui qui a découvert les toll-like récepteurs chez l'homme, qui est Charlie Janway, qui à l'époque travaillait à Boston et qui avait vu lui aussi des cas similaires. Et à eux deux, ils ont véritablement fait avancer cette agammaglobulinémie, ou ce concept d'agammaglobulinémie très, très, très rapidement et très efficacement. En 1957, le groupe de Good, là aussi aux États-Unis, dans le Minnesota, décrit quelque chose qui en fait avait déjà été décrit antérieurement, mais pas véritablement conceptualisé, qu'on appelle la granulomatose septique familiale, liée au sexe, là aussi. En fait, la génétique était un petit peu plus facile quand on voyait cette transmission uniquement aux garçons, avec tout le background qu'on avait déjà de connaissances sur l'hémophilie, par exemple. Et ces enfants étaient caractérisés par la survenue d'infections itératives, avec en particulier des abcès profonds à pyogènes ou à champignons fongiques, et sur le long terme, en particulier dans certaines formes de ces maladies, finissaient par faire des granulomes extrêmement volumineux, en particulier dans les organes profonds comme le foie, et pour certains finissaient par mourir. Et donc ça a été la première évidence de quelque chose qui n'avait pas à voir avec l'immunité adaptative, mais plutôt l'immunité innée, c'est-à-dire quelque chose de général dans la réponse immédiate aux agents infectieux. Et ultérieurement, bien entendu, il a été montré que le déficit qui correspondait à cette maladie était une mutation dans un gène qu'on appelle la NADPH oxydase, j'en dirai un mot tout de suite après, qui est essentiel pour fabriquer ces radicaux oxygènes qui font partie de la panoplie bactéricide des polynucléaires neutrophiles et des macrophages. Donc on était là dans un modèle et une illustration du fait que déficit immunitaire entraînant ce genre de susceptibilité aux pyogènes bactériens pouvait être lié aussi à des anomalies de fonction des cellules de l'immunité innée. Alors c'est intéressant l'histoire de la gamma-globulinémie de Bruton. Je vous montre une électrophorèse des protéines sanguines ici. Vous avez les différents arcs et
En lisant la littérature, en fait, j'avais fait mon postdoc au Walter Reed Army Institute of Research à Washington, qui était juste à côté de l'hôpital du Walter Reed, et donc Bruton était un héros là-bas, un local, et tout le monde en parlait régulièrement dans des réunions. En fait, en 1952, l'électrophorèse des protéines commençait tout juste à se développer, en tout cas au niveau de l'immunologie clinique dans les hôpitaux, et le technicien qui était en train de mettre en marche cette machine qu'on appelait l'électrophorèse de Tiselius était vraiment très étonné de voir qu'il y avait tout un arc d'immunoglobulines dans cette zone qui n'apparaissait pas. Il pensait que sa machine ne marchait pas. Et en fait, c'est Bruton qui a pu rétablir la réalité des choses et aller, au fond, encore une fois, par cette découverte, faire avancer non seulement la compréhension, le rôle des anticorps dans la défense anti-infectieuse, mais aussi amener presque sur un plateau pour le futur, pour l'avenir, la compréhension du développement du système immunitaire et en particulier de la maturation des lymphocytes B, puisqu'il s'est avéré par la suite que ce qui manquait dans cette agamaglobulinine Bruton, du fait de la mutation responsable, c'était une tyrosine kinase, une enzyme, qui, en l'honneur de Bruton d'ailleurs, s'appelle BTK, pour Bruton Tyrosine Kinase, qui est indispensable à diverses étapes de la maturation des lymphocytes B, mais en particulier dans une étape très très importante qui est le passage du lymphocyte immature, pré-B, au lymphocyte immature stricto sensu, c'est-à-dire ceux qui produisent des IgM, et puis ensuite la maturation se fait. Et cette tyrosine kinase, elle est essentielle à l'assemblage et à la régulation de ce complexe qu'on appelle le complexe pré-B dans les lymphocytes B immatures, et donc pré-BCR, c'est B-cell receptor, et le B-cell receptor dans la maturation des lymphocytes B ultérieurement, une fois qu'ils sont sortis de la moelle osseuse et qu'ils vont se placer dans les sites B, dans les ganglions lymphoïdes. Donc la mutation, en fait, tue l'expression de cette tyrosine kinase et empêche la maturation des lymphocytes B, ce qui fait que les lymphocytes pré-B immatures restent dans la moelle et finissent par être détruits, par apoptoser. Donc l'individu n'a pas de lymphocytes B, donc il ne fait pas d'anticorps. Donc ça a été vraiment de ces premières expériences et observations qui ont permis peu à peu, en parallèle avec les études chez la souris, de mettre des petits drapeaux sur la carte de la maturation du système immunitaire et d'identifier véritablement des étapes clés dans cette maturation, en parallèle, au fond, à la compréhension de la susceptibilité aux maladies infectieuses que ça engendrait. Je vous ai mis une diapositive générale pour venir sur la granulomatose septique familiale, pour dire finalement quand un polynucléaire neutrophile phagocyte une bactérie, on en a déjà parlé dans des cours précédents, il les fait très rapidement rentrer dans ce qu'on appelle une structure phagolysosomale, dans laquelle à la fois sont fabriqués ces fameux radicaux superoxydes, c'est-à-dire des molécules d'oxygène très instables qui ont une puissante activité bactéricide, et puis la fusion de granules qui ont des propriétés antimicrobiennes, des peptides antimicrobiens, des enzymes antimicrobiennes. Et c'est finalement la conjonction de ces deux éléments essentiels qui va amener à la bactéricidie, à la destruction des microbes. Et l'enzyme clé dans cette situation, c'est cette NADPH oxydase qui va déstabiliser le dioxygène et amener à terme, au bout de la cascade, à la formation de ces radicaux superoxydes bactéricides. Donc on a vu d'ailleurs au fil des années, peu à peu, des mutations identifiées chez des individus qui avaient des formes cliniques relativement proches de la granulomatose septique familiale, éventuellement transmises différemment parce que tous les gènes nécessaires ne sont pas sur le chromosome X. Et on a vu donc des anomalies d'association des polynucléaires à l'endothélium vasculaire au moment de la diapédèse. On a vu des anomalies comme la maladie de Shediac-Higashi où il existe un trouble de la motilité et surtout de la fusion des vésicules qui portent ces enzymes, donc impossibilité de fusionner dans les phagolysosomes, donc impossibilité d'avoir une activité bactéricide suffisante, et bien entendu ces anomalies qui portent sur la NADPH oxydase et éventuellement d'autres enzymes clés que je ne vous ai pas mis là pour ne pas complexifier trop le paysage. Donc,
Encore une fois, ces éléments, ces traits génétiques ont permis de réaliser à la fois les fonctions, les grandes fonctions du système immunitaire, et ça a été confirmé progressivement par la découverte d'autres anomalies, d'autres déficits immunitaires héréditaires. En 1967, par exemple, même si la situation est un tout petit peu différente, parce que c'était vraiment des anomalies majeures de développement, en particulier de la région du haut du thorax et du cou, DiGeorge et Lichner décrivent une série d'enfants atymiques, parce que dans cette complexe modification qui est liée à une mutation qui empêche le développement des structures dans cette région, ou qui les gêne en tout cas considérablement, il y a un organe qui est le thymus, et ces enfants apparaissaient avoir une sensibilité tout à fait particulière à d'autres micro-organismes que ceux dont on a parlé jusqu'à présent, c'est-à-dire des micro-organismes à croissance intracellulaire, en particulier à des virus. Et cette description finalement de ce qu'on appelle maintenant le syndrome de DiGeorge a permis là aussi d'avancer dans une meilleure compréhension du système immunitaire et de réaliser en fait que le thymus était la zone de maturation et d'éducation des cellules T, et que sans thymus, les individus avaient une difficulté considérable à développer des réactions immunitaires qui nécessitaient la présence de ces lymphocytes T. Et puis en 1968, et c'est vraiment important parce que c'est sans doute la maladie la plus fréquente en matière de déficit immunitaire héréditaire. Un groupe de médecins, en fait, c'était le plus souvent des médecins qui ont fait un petit peu toucher à l'immunologie, mais qui restaient d'abord et avant tout des médecins, Itzig, Barandon et Cotier en Suisse. Je crois qu'Itzig était à Berne. Ont découvert une série de patients qu'ils ont caractérisés comme des déficits, ce qu'on appelait des déficits immunitaires combinés sévères, qui s'avèrent au fil du temps être une grande famille de déficits immunitaires qui touchent pour l'essentiel l'ensemble du système, en particulier la maturation des cellules B et des cellules T, et dont beaucoup sont dus, maintenant qu'on le sait, à la suite de ces descriptions et qu'on a étudié ces formes, à un déficit, par exemple, d'une enzyme qui s'appelle l'ADA, qui ne peut plus assurer la conversion de l'adénosine en inosine. Et en fait, l'accumulation de cette adénosine dans les cellules du système immunitaire, qui va être phosphorylée très très lourdement par les kinases cellulaires, va entraîner l'apoptose des cellules. Et en fait, les cellules B et les cellules T, à tout niveau de leur maturation, meurent d'apoptose dans la moelle. Alors ces déficits immunitaires combinés sévères sont importants, d'abord parce qu'ils sont fréquents, tout étant relatif par rapport aux autres anomalies, parce qu'ils sont gravissimes dans la mesure où l'ensemble du système immunitaire est affecté, c'est-à-dire l'ensemble, les réponses B, les réponses T sont non fonctionnelles. Plus récemment, on a vu aussi que les réponses natural killer étaient non fonctionnelles. Et un de ces DICS, de ces déficits immunitaires combinés sévères, qui est d'ailleurs lié à l'X, qui porte plus sur les cellules T et les cellules NK, a été découvert par justement le groupe d'Alain Fischer à l'hôpital Necker et a été en réalité l'occasion de la première réalisation d'une thérapie génique par complémentation du gène codant pour l'enzyme manquante sur un vecteur lentiviral, et ça avait fait bien sûr l'objet d'un papier très remarqué en 2000 dans Science. Donc, encore une fois, cette notion de système qui permettent de façon non biaisée de progresser dans la compréhension du système immunitaire, et puis qui en même temps, au fur et à mesure, éclairait quelle était la nature et la fonction des divers compartiments du système immunitaire dans la protection contre certaines bactéries, certains virus, voire certains parasites. Donc ces systèmes, encore une fois, sont importants parce qu'ils sont non biaisés. On a tendance souvent en immunologie à prendre la souris, bien entendu, et analyser avec des souris transgéniques ou des souris knockout les diverses fonctions du système immunitaire. On s'aperçoit très très vite que les mutations dans des composants importants du système immunitaire sur la souris
donne une sensibilité à la souris extrêmement importante, extrêmement large, alors que chez l'homme, souvent, c'est beaucoup plus restreint à des types de micro-organismes et pour une période beaucoup plus limitée. Donc il y a des choses qui sont tout à fait passionnantes dans cette maladie qui ont vraiment considérablement fait progresser notre compréhension du système immunitaire. Donc ça a été un peu un des coups de tonnerre qui a vraiment, encore une fois, mis en selle la génétique dans la compréhension de notre sensibilité aux maladies infectieuses. Et puis il y a eu d'autres approches faites par d'autres chercheurs, bien entendu, et médecins, qui a été, encore une fois, j'ai appelé ça réévaluation du rôle du terrain dans la sensibilité aux infections. Il y a eu beaucoup d'études chez les jumeaux, bien entendu, c'est évident, c'est plus facile d'aller regarder les choses chez des jumeaux, ou éventuellement chez des enfants adoptés, ce qui est un petit peu l'image en miroir. Et des études ont montré clairement qu'il y avait un taux de concordance de survenue de maladies infectieuses plus élevé chez les jumeaux homozygotes que chez les jumeaux dizygotes. Et ça a été démontré de façon relativement convaincante pour la survenue de la tuberculose, de la lèpre, de la poliomyélite et de l'hépatite B. Donc une vraie évidence que quelque chose se passait grâce finalement à la facilitation de l'observation par ces jumeaux dans le domaine de la sensibilité génétique à des infections. Vous voyez que là, on ne parle plus de sensibilité à des pyogènes gram-positifs ou gram-négatifs encapsulés extracellulaires ou à des virus. On parle vraiment de maladies spécifiques. Donc on est en train de faire la transition vers vraiment la génétique et la sensibilité à une maladie donnée. Mais vous pouvez imaginer immédiatement que ce type d'études a pu être battu en brèche, en particulier dans des maladies comme la tuberculose, et Laurent Abel, qui viendra la semaine prochaine, vous en parlera, où les facteurs confondants, en particulier les facteurs environnementaux, sont tellement importants, on a pu discuter la validité véritablement de ces études. L'autre étude inverse qui est vraiment enfin les études inverses, mais il y en a une très large de Sorensen qui avait été publiée en 1988 dans New England Journal of Medicine, était finalement assez astucieuse. Ce qu'ils avaient fait, c'est pour ça que je l'ai appelée vraiment étude fondatrice. Ils ont pris le risque de décès causé par une maladie infectieuse et ont montré qu'il était augmenté chez les enfants adoptés dont les parents eux-mêmes avaient une augmentation claire de mortalité liée à une maladie infectieuse. C'est-à-dire qu'en fait, ils montraient que ces enfants propulsés dans un autre environnement, finalement, ce qui dominait, c'était leur patrimoine génétique, ce n'était pas les facteurs environnementaux. Et ça s'est confirmé pour un certain nombre de maladies. Et les différences statistiques étaient beaucoup plus nettes, d'ailleurs, pour les maladies infectieuses que pour la survenue de cancer, puisque l'étude avait couvert aussi la survenue de cancer et tendait, ou tend toujours d'ailleurs à montrer que peut-être dans le cancer, la composante génétique est certes importante, personne ne la nie, et surtout pour certains cancers très particuliers, mais que les causes environnementales, en particulier pour, je dirais, les grands cancers, comme le cancer du sein ou le cancer du côlon ou le cancer du poumon, étaient très très largement liées à conditions d'environnement tumoral, local ou plus général. Donc toutes ces études ont quand même contribué à faire avancer un petit peu le concept et à lui donner de la substance. Tout ceci, en fait, s'inscrit dans un contexte plus général qui est celui, à partir des années 70-80, de l'aventure, je dirais, de la recherche de la sensibilité génétique aux maladies en général. Maladies infectieuses, bien sûr, c'est notre thème, mais cancer, maladies métaboliques, maladies cardiovasculaires, diabète, et la réalisation que finalement ces maladies étaient très probablement liées justement à une interaction complexe entre l'environnement de l'individu et les facteurs génétiques qui lui sont propres. Et ce qui a été un peu dur au début, après avoir vu ces maladies, ces déficits immunitaires héréditaires dont je vous ai parlé, qui étaient vraiment très nets, très tranchés, une mutation, absence de maturation des lymphocytes B, pas d'anticorps, sensibilité, excusez-moi, aux pyogènes bactériens. On sentait bien que si on s'intéressait à des maladies plus particulières, le diabète, le paludisme ou autres, on allait rentrer dans un monde beaucoup plus complexe
beaucoup plus polymorphe, avec en fait une accumulation de facteurs, certes génétiques, mais dont le poids individuel était relativement faible, donc la difficulté à prévoir de l'identification de ces gènes. Et le Graal, bien entendu, c'était, ou c'est toujours, d'essayer au milieu de cette complexité de sortir le gène dominant, sachant que les autres sont sans doute aussi importants, mais on cherche vraiment celui qui aurait le plus de poids. Et malheureusement, bien souvent, jusqu'à présent, ça n'est pas le cas. Alors, très rapidement quand même, pour essayer de vous mettre les choses en place, et je ne vais pas vous faire un cours de génétique humaine, parce que, bon, on n'y serait peut-être pas encore demain matin, parce que, n'étant pas vraiment un spécialiste, je pense que je pourrais aller relativement rapidement. Mais il y a deux façons, en fait, de voir l'analyse des causes génétiques par exemple, on va parler ici bien sûr de maladies infectieuses. Il y a ce qu'on appelle la génétique classique, c'est-à-dire l'analyse des liaisons génétiques. Et puis il y a alternativement la recherche de ce qu'on appelle en fait des polymorphismes, ce qu'on appelle des SNP en particulier, c'est-à-dire des single nucleotide polymorphisms, c'est-à-dire une modification souvent très ponctuelle sur un gène. Donc dans un cas, on va chercher au fond l'association, la liaison d'un gène candidat à une cause d'une maladie par rapport à un marqueur génétique connu, et on va le suivre ségrégé, associé ou non, et ça va être ça le secret de l'histoire dans la filiation au sein de ces familles. Dans l'autre cas, on va essayer finalement d'associer à des polymorphismes qui sont plus fréquents dans une situation, statistiquement par rapport à des contrôles, une signification dans l'association à une maladie. Alors pour aller très très vite, parce qu'on en reparlera, vous le verrez sur des tableaux, Abel vous en reparlera la semaine prochaine, cet premier aspect, finalement l'analyse de liaison, elle est vraiment issue de l'analyse génétique classique, initialement mendélienne, mais elle s'est bien sûr complexifiée du fait du nombre et de la complexité des systèmes. Et en fait, même s'il y a beaucoup d'approches, des analyses qu'on appelle paramétriques, non paramétriques, ce qu'on voit le plus souvent apparaître dans les publications, c'est ce qu'on appelle l'analyse paramétrique, c'est-à-dire ce qu'on appelle le LOD score, qui a été établi par un chercheur qui s'appelle Morton en 1955. Et en fait, le LOD score, tout ça est basé encore une fois sur les liaisons. C'est-à-dire qu'au moment de la division cellulaire, il y a la méiose. Au moment de la méiose, il y a des échanges génétiques qui se font, ce qu'on appelle les crossovers. Et si deux gènes sont très proches, finalement, ils vont passer tous les deux, ils vont être transportés ensemble. Et s'ils sont très éloignés sur le chromosome, ou a fortiori sur deux chromosomes différents, ils vont bien entendu totalement ségréger et on ne va pas observer de liaison génétique. Donc c'est ça la base, hein, c'est le degré de la liaison, c'est la mesure du centimorgan. Donc dans cet aspect-là, comme la situation est beaucoup plus complexe, il faut faire rentrer bien entendu des paramètres statistiques. Et le LOD score, je vous l'ai écrit ici, en fait c'est le log base 10 du rapport entre la vraisemblance de liaison entre le marqueur, qui est un marqueur de position connu, qui est un marqueur de référence, et le gène de la maladie, dont la position est inconnue, pour une distance génétique donnée, qui est représentée, bien entendu, la distance génétique, elle est représentée par le taux de recombinaison, qui se situe quelque part entre 0 et 0,5. Et donc, ça est l'hypothèse d'indépendance génétique entre ce marqueur et le gène recherché, ce qu'on appelle l'hypothèse nulle. Et on se retrouve donc avec un LOD score qui est donc le log base 10 de ce ratio liaison versus indépendance. Et plus il est élevé, plus la probabilité de liaison entre le gène et le marqueur est grande, et inversement, ce qui fait que quand vous analysez les résultats, les datas qu'on vous présente, vous le verrez sur un ou deux tableaux que je vous montrerai, quand effectivement on est en analyse paramétrique avec ce LOD score, si le LOD score est supérieur à 3, l'hypothèse d'indépendance est rejetée, c'est-à-dire qu'on est dans une liaison génétique, donc il y a de fortes chances que notre marqueur soit très proche, très localisé sur le même, que notre gène d'intérêt soit très proche, très localisé du marqueur.
Si le dot score est inférieur à -2, on est dans une hypothèse de liaison qui est inversement, donc cette fois-ci rejetée. On dit classiquement, en prenant le terme anglais, qu'il n'y a pas de linkage, qu'il n'y a pas de liaison. Donc le lot score supérieur à 3, c'est une hypothèse d'indépendance rejetée, donc c'est une liaison avec généralement, ça vous donne un P, une probabilité de l'ordre de 10 puissance moins 4, c'est-à-dire 1 sur 10 000. Les chances que le gène soit très proche du marqueur sont très élevées. Alors tout ça c'est important parce que vous verrez que souvent dans ces études de lot score sur des associations entre gènes et maladies, et en particulier maladies infectieuses, les lot scores sont de 1, 1,2, 1,3. Ils ne sont jamais de 3, d'où des combats parfois un peu homériques entre différents groupes sur la validité véritablement de l'interprétation, parce que vous imaginez le nombre de paramètres confondants qu'il peut y avoir dans tout ça. Donc il faut beaucoup de monde, il faut éventuellement de la fratrie, il faut éventuellement, ou encore mieux, si on peut le dire, de la consanguinité. Tout ça va éventuellement faciliter et rendre l'analyse plus indiscutable. Ce qui est demandé le plus souvent, c'est ce qu'on appelle la replication des études. C'est-à-dire si plusieurs études faites sur éventuellement des populations différentes par des groupes différents aboutissent à des lot scores identiques, même si pas tout à fait aussi élevés qu'on l'espérerait, ça commence à donner de la valeur à toutes ces études. Donc il y a tout un travail et encore une fois une complexité, parce qu'ici on n'est pas à l'échelle d'un chromosome sur lequel on étudie la ségrégation d'un marqueur, on est à l'échelle de l'ensemble des chromosomes, on est à l'échelle de l'ensemble du génome humain, et les succès véritablement indiscutables dans ces analyses sont finalement, au bout du compte, quand on regarde, relativement rares, et le gène dominant est rarement celui qui arrive au premier plan, et on verra tout à l'heure peut-être un petit peu pourquoi. Alors, l'autre approche pour l'identification de gènes de sensibilité, c'est ce qu'on appelle l'étude de gènes candidats. Et au fond, c'est la combinaison de deux approches. Une approche un peu d'hypothèse, c'est-à-dire qu'on se dit, bon, cet individu, cette personne ou ce groupe de personnes a ce type de pathologie, il y a de fortes chances que ce soit lié à des gènes dans le système immunitaire. Alors, on vise relativement large. Et à partir de là, on cherche les polymorphismes dans ces gènes, les SNP, et on regarde si dans la population qui présente la maladie, la fréquence de SNP particulier est beaucoup plus importante et statistiquement significativement différente de celle de la population contrôle. Alors ça paraît très bien comme ça, a priori, mais là, il y a beaucoup de problèmes de degré de replication entre les études pour ces gènes candidats. Il y a d'abord la validité du choix des gènes, qui n'est pas toujours totalement confirmée. Il y a souvent la petite taille des échantillons, il y a des problèmes de stratification inadéquate de la population. Mais ça, c'est valable pour l'ensemble des approches et l'ensemble des études, les différences méthodologiques, les différences dans les analyses statistiques, les différences dans les modalités, les critères d'analyse phénotypique. Ça, vous voyez, c'est des études qui sont vraiment d'une complexité très importante, mais malgré ces limitations, des études qui ont bénéficié de replications certaines ont pu montrer des associations très robustes dans le cadre de la sensibilité à l'infection par le VIH ou au pronostic des infections pneumococciques, des infections méningococciques en particulier. Les anomalies du complément sont assez régulièrement revenues dans la sensibilité aux infections méningococciques graves. Donc il y a tout de même bien souvent, y compris en combinant ça avec l'approche expérimentale chez la souris, une manière d'arriver à des conclusions relativement claires, mais c'est loin d'être systématique. Donc, ce que je voudrais vous montrer là rapidement, c'est qu'avec finalement les observations initiales, et puis avec un certain nombre de ces approches, soit de liaison, soit de gènes candidats, on a pu arriver, enfin les chercheurs, les médecins qui se sont intéressés à la situation, ont pu arriver au fil des années, depuis ces dates historiques de 1900, du début des années 50, à identifier de façon claire et irrévocable un certain nombre de gènes de sensibilité ou de résistance aux infections, parce que la résistance est tout aussi importante à étudier.
Alors, je vous ai mis ce qu'on appelle, en plaisantant un petit peu, les Big 8. Alors, il y a 6-7 ans, c'était les Big 6. Maintenant, il y en a 8. Et puis heureusement, ça augmente progressivement. Mais en fait, les premiers gènes de sensibilité, de résistance aux maladies infectieuses a été identifié vraiment, encore une fois, on n'est plus là dans l'histoire du Bruton et d'une sensibilité globale à plusieurs micro-organismes pathogènes. Là, on est dans une maladie et on est dans le paludisme. Et en 1954, c'est le travail d'Allison qui a publié ça, je crois que c'était dans le British Medical Journal, a montré en fait le lien entre drépanocytose et résistance au paludisme, et on va y revenir rapidement. Ça a été vraiment là, par rapport à ce que je disais sur les déficits immunitaires héréditaires, la vraie entrée cette fois-ci dans la sensibilité à une maladie infectieuse spécifique. Et puis très rapidement est venu s'ajouter, enfin très rapidement, quelques années plus tard, est venu à s'ajouter à ça un très joli travail de Lou Miller aux États-Unis qui a montré que l'absence d'expression de l'antigène Duffy, qui est un antigène de groupe sanguin, donc un antigène exprimé sur les globules rouges, sur les érythrocytes, était importante dans la résistance à l'infection par Plasmodium vivax, qui est le responsable de la fièvre CART par rapport à Plasmodium falciparum. Et puis plus récemment, en 1999, il a été montré qu'il existait une très forte protection contre les formes sévères de paludisme, en particulier le paludisme cérébral que je vous ai montré initialement, dans une population mélanésienne qui avait une délétion spécifique dans le gène d'un transporteur d'anions au niveau des érythrocytes qui montre, on va y revenir pour la drépanocytose, que le métabolisme du globule rouge est très très important dans ce processus de protection. Pour ce qui concerne la drépanocytose et ce qu'on appelle l'ovalocytose, c'est un problème métabolique. Pour ce qui concerne le Duffy, c'est plus un problème du fait que la molécule Duffy à la surface de l'érythrocyte sert de récepteur à l'entrée de Plasmodium vivax dans la cellule. Donc ça, c'est juste pour montrer, c'est un papier historique, c'est le travail d'Allison, publié encore une fois dans British Medical Journal en 1954, qui montrait pour la première fois la protection assurée par la drépanocytose, pas par la maladie drépanocytaire elle-même, parce que ces individus-là, malheureusement, souvent en particulier dans les régions où elle est endémique, vont mourir assez rapidement, mais la forme, finalement, était ce qui s'avéra être la forme hétérozygote, c'est-à-dire que les gens porteurs du trait drépanocytaire sont résistants, ou en tout cas beaucoup moins sensibles à l'infection par la fièvre tierce, c'est-à-dire par le paludisme à Plasmodium falciparum, et en tout cas sont protégés des formes graves, en particulier des formes cérébrales. Et ce qu'on voit dans ce tableau, qui n'a rien à voir avec les log scores qu'on pourra voir éventuellement après, c'est qu'effectivement les gens porteurs du trait drépanocytaire présentaient en règle générale, en moyenne, une parasitémie inférieure aux individus qui n'avaient pas ce trait drépanocytaire, et inversement, sans parasitémie, on trouvait plus d'individus ayant le trait drépanocytaire que d'individus n'ayant pas le trait drépanocytaire. Donc ça, c'est vraiment presque émouvant, si vous voulez, c'est la première évidence claire qu'une maladie donnée, spécifique, parasitaire, le paludisme, importante aussi, et possiblement quelque part bloquée par l'existence de ce trait génétique. Et quand on regarde finalement la carte du paludisme, vous la connaissez aussi bien que moi, et la carte de la drépanocytose, on voit que ces deux cartes se superposent quasiment, et il est difficile d'imaginer qu'en fait ce trait drépanocytaire n'ait pas été sélectionné de façon strictement darwinienne, parce qu'il permet justement à ces individus de résister aux formes graves de paludisme, et qu'on a vu peu à peu probablement ces porteurs de ce gène augmenter en nombre. Donc on est dans une situation tout à fait passionnante par rapport à la drépanocytose. Ce qui est intéressant en fait, c'est que le trait drépanocytaire, la mutation qui est sur le chromosome 11, en fait porte sur l'hémoglobine, la chaîne bêta de l'hémoglobine. Et c'est une mutation qui transforme une valine en acide glutamique, c'est-à-dire un acide aminé qui est neutre, en un acide aminé qui est l'acide glutamique, donc un acide aminé chargé. Et tout ça va probablement avoir joué un rôle important dans la situation où, en fait, l'hémoglobine, en l'absence d'oxygène,
ou à pH acide ou avec une concentration croissante de CO2 par exemple, va avoir tendance, bien entendu, c'est sa fonction biologique, à libérer l'oxygène qu'elle porte de manière à le rendre disponible pour les tissus. C'est la fonction de base de l'hémoglobine et des globules rouges. Et les individus qui ont ce trait drépanocytaire, en fait, ont cette mutation qui rend une partie de la chaîne bêta de l'hémoglobine chargée et qui va faire que, en présence de fortes concentrations de CO2 ou à pH acide, cette hémoglobine va avoir tendance à faire des filaments, à s'agréger et en fait à complètement perturber, bien entendu, le métabolisme de l'érythrocyte. Et il est fort probable que c'est cette anomalie qui va donner lieu à l'incapacité pour Plasmodium falciparum de se développer dans ces hématies. Donc il y a une vraie maintenant compréhension biologique, je dirais, de la raison du phénotype de résistance qu'on peut observer, avec quelques remises à jour de temps à autre, en particulier un papier récent, enfin semi-récent, en 2005 dans Blast Pathogen, qui montrait qu'en fait, je ne vais pas rentrer dans les détails du tableau, mais il semblerait aussi que la présence du trait drépanocytaire facilite la qualité de la réponse immunitaire au paludisme et que plus les individus vieillissent, plus en fait l'expression de ce trait drépanocytaire a l'air importante dans leur résistance au paludisme. Et une des raisons qui est évoquée, c'est peut-être que les érythrocytes, même chez un individu hétérozygote infecté, du fait de l'anomalie de l'hémoglobine, vont avoir tendance très rapidement à se dégrader, à être tués et à partir vers la rate et peut-être à augmenter finalement les concentrations d'antigènes, entre autres bien sûr de plasmodium, qui sont présentés au système immunitaire. Donc les individus ayant ce trait drépanocytaire ont peut-être une meilleure réponse immunitaire au paludisme, qui aussi constituerait une raison de leur résistance. Alors le DeFi, c'est une autre histoire qui est tout aussi passionnante, même si ça porte une forme de paludisme qui est un petit peu moins préoccupante, qui est Plasmodium vivax, parce que Plasmodium vivax donne rarement lieu à des formes graves ou mortelles. Mais ce qu'on voit par exemple, la fréquence de l'allèle de phi négatif dans les populations africaines, elle est quasiment inexistante, alors qu'elle est de l'ordre de... Attendez, excusez-moi, je vous dis une bêtise. La fréquence de l'allèle du phi négatif est très rare dans les populations européennes et extrêmement fréquente dans les populations africaine. Et on retombe dans cette même notion que je vous ai mentionnée précédemment, que probablement il y a eu sélection de population par ces formes de paludisme au fil des siècles et enrichissement finalement dans les populations qui présentaient un pool de gènes qui permettait leur résistance. Alors, l'histoire du DeFi, en fait, c'est un récepteur à la surface des érythrocytes et d'autres cellules qui permet de sentir un certain nombre de cytokines, de chimiokines et aux cellules de répondre en conséquence. Mais l'antigène DeFi est aussi, là, dans ce cas-là, le récepteur pour Plasmodium vivax et Plasmodium knowledzi, qui est un plasmodium des singes. Peut-être des choses intéressantes à ce niveau-là. Et donc l'absence de ce récepteur fait que les érythrocytes sont résistants à Plasmodium vivax. C'est intéressant parce qu'il y a éventuellement des possibilités thérapeutiques. Alors pour Vivax, encore une fois, c'est peut-être moins important, mais cette étude a permis d'identifier finalement quel était le récepteur de Vivax, quelle était sa zone d'interaction avec la molécule du Phi, et des anticorps dirigés contre ce récepteur sont capables de bloquer l'invasion des érythrocytes par ce parasite. Donc il y a toujours la nécessité ou l'envie de pouvoir aller un petit peu plus loin en matière de recherche translationnelle. Je montre seulement cette diapositive pour dire que c'est un jeune chercheur du Centre national de transfusion sanguine à Paris qui s'appelle Christophe Tournamy, qui a mis en évidence en fait la raison génétique de cette absence d'expression du DeFi, qui est en fait un polymorphisme dans une boîte GATA, dans le promoteur de la molécule,
qui fait que ça change le splicing alternatif, et la molécule n'est plus exprimée par les érythrocytes, mais elle continue à être exprimée par les cellules endothéliales, par exemple, par les cellules de lignée non myéloïde. Donc voilà, en fait, la mutation causale a été identifiée il y a quelques années. Alors il y a d'autres maladies au-delà du paludisme dont la preuve a été faite clairement d'une origine génétique en matière de sensibilité ou de résistance. Il y en a une qui est bien connue, qui est la résistance quasi complète à l'infection par le VIH des individus qui sont homozygotes pour une délétion de 32 paires de bases dans le gène du récepteur CCR5 pour la chimiokine SF1. Je vais y revenir rapidement parce que je trouve que c'est un bel exemple. Résistance quasi complète à la maladie de Creutzfeldt-Jakob des individus homozygotes pour une valine au codon 129 dans leur propre protéine prion. Un variant non sécréteur, là encore, de Phi qui affecte la sensibilité au virus Norwalk. La sensibilité des individus présentant le groupe sanguin O+, au choléra, qui est toujours relativement mal expliqué. Et puis, bien entendu, Laurent Abel vous en parlera la semaine prochaine, des liaisons génétiques tout à fait intéressantes qu'il a en particulier largement découvert lui-même et son groupe dans la sensibilité à la tuberculose et la sensibilité à la lèpre. Alors, la résistance au VIH, ça remonte au milieu des années 90, cette découverte, c'est qu'en fait, le VIH a besoin de deux récepteurs, y compris sur les monocytes, qui sont souvent les cellules qu'il rencontre en premier lieu. Il y a bien entendu le récepteur CD4, mais il y a aussi ce récepteur à une chimiokine qui est CCR5, à la liaison de laquelle l'interaction qui finalement va sortir de cette liaison va permettre la formation de la fusion des membranes lipidiques et l'internalisation du virus. Donc ces individus qui ont cette mutation delta 32, c'est-à-dire une petite délétion de 32 nucléotides dans le gène de CCR5, vont être totalement résistants à l'entrée, dans leur monocyte en tout cas, d'une des souches les plus prévalentes du VIH à l'échelle de la planète. Et en fait, cette délétion va contribuer, tout ça a été étudié en long, en large et en travers et modélisé, à la déstabilisation et au changement de conformation du récepteur potentiel qui fait qu'il va complètement perdre sa fonctionnalité. Donc on est là dans des situations qui sont passionnantes. Alors ça, je vous ai mis juste pour vous montrer, encore une fois, la notion, toutes ces études génétiques sont passionnantes. La question, c'est où ça va nous mener dans d'éventuelles approches à un moment ou un autre thérapeutiques et finalement à peut-être quelque part une meilleure éducation dans notre façon d'aborder certaines situations thérapeutiques complexes. Il y a une situation thérapeutique complexe à laquelle sont confrontés les hématologues et les infectiologues, c'est la leucémie chez les individus VIH, par exemple, enfin infectés par le virus VIH, qui a donné lieu à un certain nombre de tentatives thérapeutiques héroïques. Mais celle-là avait été particulièrement intéressante, c'est-à-dire que suite au traitement du VIH par la trithérapie chez ce patient, et à une greffe de moelle allogénique après chimiothérapie pour sa leucémie, le patient a été greffé non pas avec des cellules, je dirais, d'individus entre guillemets standards, mais avec des cellules souches d'un individu qui avait cette mutation CCR5 delta 32. Le résultat des courses étant que non seulement la greffe allogénique a pris et a priori, jusqu'à présent, sa leucémie est contrôlée, mais en plus, le VIH a disparu. Il n'y a quasiment plus de traces chez ce patient d'ARN circulant, à tel point que les infectiologues ont pu lui arrêter sa thérapeutique ou sa trithérapie anti-VIH. Donc il y a là clairement, sur la base de cette connaissance, de cette résistance des individus homozygotes delta 32, la possibilité d'apporter des solutions thérapeutiques un petit peu héroïques à cette, disons, convergence dramatique que peut être l'association d'une leucémie et d'une infection VIH. Alors la dernière partie, et puis après on verra quelques aspects un petit peu plus précis, c'est en fond, on pourrait résumer ça en disant on n'arrête pas le progrès. C'est-à-dire
quels sont les nouveaux aspects de l'approche génétique, maintenant enrichie de la génomique, pour essayer d'identifier, d'aller plus loin, d'aller plus profondément, comme on dit, dans l'analyse génétique. Et ça s'appelle les Genome-Wide Association Studies, c'est-à-dire qu'on est vraiment entré maintenant dans l'analyse complète du génome, avec finalement des facteurs additionnels très très importants. Il y a tout d'abord le séquençage et le reséquençage du génome humain. Il y a les outils de phénotypage à très haut débit, en particulier ce qu'on appelle les microarrays, les puces sur lesquelles on peut mettre des centaines de milliers, voire des millions maintenant de SNP et identifier sur des populations relativement importantes la diversité de ces SNP. Et puis il y a, bien entendu, puisqu'on rentre dans cette approche à très haut débit, ce fameux projet international qui s'appelle HapMap, qui est un projet qui vise de façon la plus exhaustive possible à cataloguer, au fond, les SNP présents sur des individus représentatifs des diverses ethnies de la population humaine. Donc on est vraiment rentré là dans le haut débit appliqué à l'analyse génétique de la sensibilité aux maladies. Alors bien sûr, les grandes maladies qui posent des problèmes majeurs dans nos sociétés ont été les premières à être prises en compte dans ces approches. Le diabète, l'obésité, les maladies cardiovasculaires, les maladies rhumatismales, certaines maladies cutanées, mais bien entendu, ça s'applique progressivement à l'analyse des maladies infectieuses. Donc, l'avantage de cette approche genome-wide, c'est qu'elle est non biaisée. Elle va véritablement pouvoir révéler des SNP, des variations qui sont éventuellement inattendues, en tout cas que sur la base de gènes candidats, on n'aurait certainement pas anticipé. Le problème, c'est qu'il faut des standards extrêmement rigoureux compte tenu de la masse énorme d'informations qui deviennent disponibles. Il faut des p-values, finalement des significations statistiques très élevées, au minimum de 10 puissance moins 8. Il faut des tailles importantes d'échantillons, de préférence des individus de populations relativement homogènes, donc l'importance des cohortes, et vous savez que ces cohortes coûtent extrêmement cher. L'exigence de taille qui devient énorme pour des maladies qui sont moins communes, donc il y a tout un tas de difficultés. Et puis il y a le problème de l'Afrique. Si on veut appliquer, parce qu'il n'y a pas de raison qu'on n'aille pas aussi voir en Afrique ce qui se passe en matière de sensibilité aux maladies, le fait que, vous le savez, la plupart de ces études ont été faites pour l'instant dans les populations occidentales. Leur applicabilité directe est discutable et difficile aux populations africaines. Parce que finalement, les populations africaines, c'est celles qui, d'abord, c'est nos origines. Donc la diversité génétique existante en Afrique est bien supérieure à celle qu'on observe dans les populations européennes. Et puis c'est sans doute de ce fait, par le temps, la population ou les populations qui ont été les plus exposées à cette interface avec les maladies infectieuses, en particulier avec le paludisme. Et donc on a une vraie difficulté à passer de nos populations aux populations africaines de ce fait. La diversité génétique, des régions de déséquilibre de liaison qui sont plus courtes, donc il faut beaucoup plus d'individus, des génotypages beaucoup plus profonds, parce que les SNP sont beaucoup plus variés. Donc il y a toute une approche qui est passionnante, mais qui montre un peu la difficulté de passer d'une population à l'autre. Alors, ces Genome-Wide Association Studies, ça consiste finalement à regarder si dans une population donnée, malade, par exemple, sensible à une maladie infectieuse particulière par rapport à la population contrôle, sur l'ensemble finalement des gènes, chromosome par chromosome, on va avoir certains SNP qui vont apparaître plus fréquemment et ce déséquilibre de la présence de ces single nucleotide modifications vont amener à un calcul statistique qui va permettre de voir s'il y a la présence significative de certains de ces allèles, de ces SNP, dans le cas d'une maladie donnée, et en particulier dans le cas d'une maladie infectieuse. Et le chiffre que l'on va fournir par rapport à ça, ça va être le log base 10 de la p-value. Et on demande, je vous ai dit 10-8, on demande généralement qu'on ait un chiffre au-delà de 8 pour commencer à considérer ces résultats. Donc tout ça est très compliqué, je ne vous le cache pas, très cher par la force des choses.
et les résultats ne sont pas toujours à la hauteur de ce qu'on en espérerait. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les difficultés sont énormes à tous les niveaux. Les études sont généralement, il faut les repliquer parce que les p-values ne sont pas de niveau de ce qu'on espérerait. Il faut savoir quel est le vrai SNP en cause, parce que parfois d'autres sont en déséquilibre de liaison avec le phénotype. La possibilité de repliquer d'une population à l'autre n'est pas nécessairement aussi évidente, on l'a dit en particulier pour l'Afrique. Tout ce qui est contrôle de qualité, standardisation du génotypage, du codage, de la lecture phénotypique qui est très 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 importante. Donc il y a tout un tas de complexités qui font que ces études sont encore, à l'heure actuelle, malgré la baisse du coût de la génomique, des séquences de génome, de la mise en place de micro-arrays et ainsi de suite, restent encore relativement difficiles. Donc juste pour vous donner quelques chiffres, si on est dans le contexte par exemple de maladies infectieuses polygéniques, on se retrouve souvent avec ce que je disais tout à l'heure, des log scores, des odd ratios qui sont de l'ordre de 2 ou même inférieurs à 2, ce qui n'est pas totalement convaincant. Donc si on veut enfoncer le clou, si je puis dire, il faut énormément de patients, donc il faut énormément de contrôles. Donc 1000 patients, 1000 contrôles, vous voyez un peu ce que ça commence à donner quand il s'agit d'aller typer autant d'individus dans des conditions parfaites, je dirais, sur le plan de la standardisation. Et donc la chute des coûts n'est pas suffisante pour compenser l'augmentation des nombres auxquels on doit avoir à faire face. L'avantage, encore une fois, c'est qu'on n'a pas d'idée préconçue. C'est vraiment, on répond là à l'expérience qu'a fait la nature dans son combat contre les agents infectieux. L'autre difficulté, c'est que souvent, on est un peu déçu quand on voit les résultats, mais c'est une première étape. Les SNP qu'on observe sont associés à des phénotypes qui ne sont pas liés à un codant clairement pour une protéine particulière. On se trouve parfois dans des régions intergéniques, on se trouve dans des systèmes qui sont probablement liés à des systèmes de régulation, à des petits ARN. Donc on est encore très très en amont, malgré tout, de l'explication comme ça, la lumière qui s'allume et qui va vous dire bah, ça c'est vraiment clairement la cause de cette maladie. Et puis il y a des problèmes plus propres à notre génome qui sont des zones de variation dans les déséquilibres de liaison. L'autre problème, c'est que la plupart des études de genome-wide reposent sur des micro-arrays qui sont centrés sur des polymorphismes génétiques finalement communs et connus. Et comme d'habitude, c'est un peu ce que je dis toujours, l'histoire du poivreau qui cherche sa clé sous le lampadaire parce que c'est là qu'il y a de la lumière. En réalité, il n'est pas du tout impossible que la lumière ce soit pas l'élément le plus important et que la clé elle soit cachée quelque part. Donc il faut aller de plus en plus dans un élargissement de la connaissance des variations, des SNP, des polymorphismes, d'où probablement plus de séquences de génome humain dans des populations différentes, plus de collections de polymorphismes, et c'est là que des projets comme HapMap sont vraiment importants parce qu'ils vont nous donner des collections sur lesquelles on va peut-être plus facilement et plus rapidement pouvoir créer ou montrer des associations avec donc des SNP qui jusqu'à présent étaient inconnus, mais tout ça combiné au séquençage profond a vraiment un coût. Alors, malgré tout, vous ne regardez pas ça, c'est juste pour vous dire qu'il y a des listes par rapport au Big 8 dont je vous ai parlé tout à l'heure. On voit peu à peu, à coup de log score qui sont tout à fait présentables, un certain nombre d'associations à des maladies infectieuses qui apparaissent en termes de sensibilité. Dans le VIH, je vais vous en reparler très très rapidement, l'hépatite C, tout ça ce sont des résultats récents ou semi-récents d'études de Genome-Wide Association. Par exemple, l'élimination spontanée du virus et la sensibilité au traitement par l'interféron alpha-pegylé sont en rapport avec une mutation, enfin un SNP en tout cas, en amont du gène de l'IL28B, qui est un variant inhabituel de l'interféron, qui est l'interféron lambda 3, d'où possiblement une compréhension physiopathologique meilleure de l'hépatite C.
Hépatite B, protection contre la survenue d'une infection chronique. Il y a un SNP dans un antigène HLA de classe 1, on le savait déjà, mais ça a été considérablement renforcé par ces études genome-wide. La dengue, ça c'est relativement récent et passionnant, dans la mesure où on ne connaît pas encore la raison de la sensibilité. Les dengues hémorragiques, ça correspond, j'aurais pu la mettre aussi dans ma première diapositive, à ces formes où des individus font d'habitude avec ces arbovirus ce qu'on appelle une dengue standard, banale. C'est un peu une grippe, parfois un petit peu sévère, mais certains individus vont basculer très vite dans ce qu'on appelle la dengue hémorragique et éventuellement en décéder. Et là, ces études genome-wide ont permis de montrer qu'il existait des polymorphismes, ou un polymorphisme en tout cas, dans ce qui s'appelle MICB, qui est un pseudo-antigène de classe 1 qui semble coder pour un peptide qui est important dans la régulation de l'expression de l'interféron gamma. Donc vous voyez que par rapport à ce que je disais, dans les petits caveats parfois on tombe sur des choses dont on ne sait pas très bien à quoi ça correspond, parfois on tombe aussi sur des choses qui ont vraiment du sens sur le plan physiopathologique et qui vont sûrement faire avancer les choses rapidement. Dans le paludisme, en règle générale, ce qu'on savait déjà a été confirmé, ce qui est plutôt en règle rassurant. Peut-être un des domaines qui a été le plus enrichi par ces études genome-wide dans différentes populations, y compris des population africo-américaine pour l'instant aux États-Unis, c'est l'identification, avec souvent des log scores que vous voyez relativement satisfaisants d'un certain nombre de modifications qui sont à la fois dans des gènes variés du système HLA, mais aussi dans d'autres systèmes qui vont amener probablement une meilleure compréhension physiopathologique. Je vous parlais de l'infection méningococcique tout à l'heure, du purpural fulminans. Malheureusement, pour l'instant, aucune des études réalisées n'a véritablement permis de définir quel pouvait être le gène ou les gènes en cause dans la survenue du purpural fulminans en présence d'une infection méningococcique, je dirais, au fond standard chez un jeune enfant. Mais je pense que tout ça est peut-être lié, encore une fois, à ces problèmes de génotypage pour l'instant insuffisants du fait du manque d'un certain nombre de ces polymorphismes. Par contre, il commence à y avoir, sur des bases de phénotypes, de gravité de la maladie, de nombre de bactéries circulantes dans l'hémoculture, un certain nombre d'évidences pour qu'un gène qui est un gène qui code pour le complément de facteur H, qui est un élément de régulation du complément et de l'activation du complément à la surface des cellules, peut être un rôle quand même qui se rapproche tout doucement de quelque chose impliqué dans la plus grande gravité de ces infections, et qui a du sens parce qu'on savait déjà que le complément, en particulier la C3 convertase et les éléments du complexe d'attaque du complément, sont essentiels à la défense contre le méningocoque. Creutzfeldt-Jakob, tuberculose et lèpre, Laurent Abel vous en parlera. Mais donc, quand même, tout doucement, les choses progressent. Je vous ai bien entendu filtré ce qui me paraissait être les études les plus importantes et les plus intéressantes parce qu'elles ont d'emblée du sens sur le plan éventuellement physiopathologique, mais d'autres prendront du sens un petit peu plus tardivement. Alors, dernier point, je suis désolé encore une fois d'avoir mis un petit peu trop d'informations dans tout ça, mais je voudrais revenir sur des choses qui ont été en fait très largement initialement définies par les approches en particulier de liaisons et de gènes candidats, qui sont les mutations uniques. Alors on a parlé de ces déficits immunitaires héréditaires qui s'expriment après la naissance quasiment immédiatement, où les enfants très très vite montrent l'importance et la gravité du déficit, en particulier de ces formes de déficit complexes dont je vous ai montré quelques exemples et expliqué un peu les conséquences. Ce qui a été vu très récemment, et ça c'est vraiment, je pense qu'il faut faire de tribut à Jean-Laurent Casanova d'avoir mis ça en place, c'est la notion qu'un certain nombre de ces mutations uniques, qui sont vraiment transmises sur un mode clairement mendélien, pouvaient donner lieu à des situations infectieuses et à une fragilité à certains pathogènes, et en particulier à des pathogènes bactériens et à certains pathogènes viraux, ce qui va me permettre de revenir sur quelque part la notion que je développais sur la première diapositive. Le premier exemple, j'ai groupé, c'est tout ce qui concerne ce qui tourne autour de mutations identifiées dans les toll-like récepteurs et dans la voie de signalisation NF-kappa-B, à l'occasion en particulier d'infections pneumococciques graves ou récidivantes chez des individus en règle générale relativement jeunes.
Et on a vu effectivement sortir, par exemple au cours de ces infections pneumococciques graves, encore une fois récidivantes, mais pouvant se combiner avec des infections à staphylocoque, à pseudomonas et ainsi de suite, on a vu un certain nombre de mutations identifiées qui, dans cette cascade qui, je pense, est familière à pas mal d'entre vous, surtout si vous étiez là à des cours dans les années précédentes, des mutations portant depuis, disons, la membrane jusqu'à la signalisation nucléaire dans une molécule qui s'appelle MID88, qui est une molécule adaptatrice qui fait le lien entre la molécule Toll-like récepteur et une autre molécule adaptatrice qui s'appelle IRAK4, dans lesquelles ils ont trouvé aussi des mutations. Dans NEMO, qui est un des éléments de la cascade d'activation de IKB, et ainsi de suite. Donc il y a eu vraiment ces 4 mutations principales, NEMO, NF-κB-IA, IRAK4 et MID88, et j'insiste sur ces deux-là qui ont été sans doute les plus prévalentes et les plus importantes. Les individus touchés par ces mutations font d'emblée ou assez rapidement dans la vie des infections pneumococciques, staphylococciques et autres graves et éventuellement récidivantes. C'est assez intéressant de voir que pour l'essentiel, que ce soit les infections systémiques ou les infections locales, ces individus qui ont une mutation IRAK4 ou MID88 ont des infections qui sont essentiellement voyées à des pyogènes bactériens, Streptococcus pneumoniae, Streptococcus aureus, Staphylococcus aureus, Streptococcus species en général, Pseudomonas aeruginosa et quelques autres espèces bactériennes, plus rarement des mycobactéries qui sont plutôt à croissance intracellulaire, encore que Mycobacterium avium est un peu entre les deux. Donc un vrai poids de ce type d'infection chez les individus ayant ces modifications. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est que si les individus survivent à ces infections, en règle générale grâce à la prise en charge thérapeutique et aux antibiotiques, on voit qu'au fur et à mesure qu'ils avancent dans la vie, ils en font de moins en moins. Donc l'impression que ces traits mendéliens de sensibilité à ces infections par des pyogènes bactériens liés à des mutations dans ces voies de signalisation de l'immunité innée vont avoir un effet très important après la naissance et dans les premiers mois ou premières années de la vie, et que progressivement leur effet va éventuellement s'atténuer. Et si on regarde la mortalité, on voit très bien que quand il y a mortalité, elle survient essentiellement dans les 3, 4, 5 premières années de la vie, et qu'ensuite on a véritablement un plateau, qu'on parle d'IRAK4 ou de MID88. Donc cette impression bizarre que, bien que ce soit génétique, bien que la mutation soit toujours là, elle s'exprime plus dans la sensibilité à l'infection dans les âges précoces de la vie que plus tardivement. Et ça, c'est vraiment une énigme, c'est un modèle que Jean-Laurent et son équipe essayent de développer à l'heure actuelle, qui est celui du fait que dans les âges précoces de la vie, on soit vraiment sous un régime de ce qu'on pourrait appeler le single gene defect. Et puis tout ça va progressivement, pour des raisons qui restent à expliquer, diminuer progressivement en impact, et qu'au fur et à mesure qu'on avance dans la vie, âge adulte et vieillesse, on va voir peu à peu émerger finalement plus l'effet de ces polymorphismes complexes, multigéniques chez les individus. Et la question est qu'est-ce qui se passe finalement entre les deux, en ces deux périodes de la vie? Alors une façon simple, ce serait de dire finalement, peu à peu, malgré tout, les individus s'immunisent. Et du fait de leur sensibilité, ils vont faire l'expérience de tellement de micro-organismes qu'ils vont finalement monter une défense immunitaire, même si certains éléments de leur réponse immunitaire sont fragiles, comme par exemple la voie NF-κB, qui est quand même essentielle pour la maturation d'un certain nombre de cellules et leur réponse aux agents infectieux. Mais il y a tout un contexte qui se développe et il y a un vrai modèle passionnant qui commence à émerger, qui vaut véritablement la peine d'être suivi. Le deuxième exemple, là aussi quasiment caricatural, je vous en ai parlé initialement, c'est l'encéphalite herpétique. C'est le fait, encore une fois, que des individus comme vous et moi, qui à 80% sommes ou avons été exposés au HSV1, avons ou non fait l'angine de primo-infection et avons ou non, à des moments de la vie, ce bouton de fièvre qui est caractéristique de l'herpès labial, mais rien de plus.
pourquoi certains individus vont faire, en particulier les enfants, cette encéphalite absolument dramatique si elle n'est pas prise à temps par le traitement par la cyclovir. Donc l'encéphalite herpétique qui apparaissait bien entendu comme une candidate à ce type de pathologie. Et là encore, le groupe de Jean Laurent a réussi à identifier un certain nombre de mutations qui sont en fait en cause dans la survenue de ces cas d'encéphalite herpétique. Un dans TLR3, qui était, je dirais, presque comme le nez au milieu de la figure, dans la mesure où TLR3 est un détol qui est endocytosé et nécessaire à la reconnaissance des acides nucléiques, en particulier viraux, mais TRAF3, qui est une molécule adaptatrice, et puis une molécule qui est là, alors apparue, ça fait partie de ces divines surprises qu'on a parfois dans ce type d'études, quand on voit apparaître les résultats, qui est 1,93B1, qui ne faisait pas finalement beaucoup de sens par rapport, comme je vous le disais, à TOL3 et à TRAF3, qui sont vraiment sur le pathway de signalisation qui va amener à l'expression de l'interféron de type 1, qui est, comme vous le savez, l'interféron majeur dans la lutte contre les infections virales. 1,93B1 ne semblait pas initialement probablement faire partie du paysage, jusqu'à ce que d'autres études montrent au fait en parallèle que 1,93B3 est un transporteur qui permet en fait d'amener la molécule TLR3 jusqu'au phagolysosome, là où en fait sont présents les molécules TLR3 qui doivent reconnaître les acides nucléiques, en particulier viraux, mais qui nécessitent en fait un processing, une coupure par une catepsine qui va rendre la molécule active dans cette position au niveau du phagolysosome. Et en fait, cette molécule ici, dont une mutation va causer la survenue d'encéphalopathie herpétique, est en fait une espèce de molécule chaperon qui va amener en réalité TLR3 depuis le Golgi jusqu'à sa localisation au niveau de l'endosome où va se faire la reconnaissance. Donc vous voyez qu'il y a toujours en fait ce va-et-vient entre on est content, on comprend la sensibilité à un agent infectieux dans une maladie qui était absolument dramatique, et puis en même temps on avance un petit peu plus sur la mise en place des éléments principaux de la réponse immunitaire. Dernière diapositive, on pourrait presque résumer tout ça par so what? Parce que c'est vrai, si on veut être un petit peu critique, que ça fait beaucoup d'études, qui, avec en plus les moyens nécessaires maintenant, toutes ces approches genome-wide, qui sont d'ailleurs souvent critiquées, en particulier par les instances de financement de la recherche, amènent à des lot scores de 1,2. On se demande finalement, est-ce que ça valait la peine d'aller jusque-là? Je crois qu'on est dans une période de transition, on est dans une période où les choses vont s'éclaircir, où la diversité, les Chinois rentrent là-dedans avec beaucoup d'enthousiasme, avec des populations qui sont différentes, avec des moyens qui sont énormes. Donc je pense que progressivement, l'ensemble de ces données va se fusionner et probablement commencer à faire du sens. Je vois mal d'aller envisager vraiment d'arrêter. Le facteur limitant étant quand même malgré tout souvent le coût et la nécessité finalement de consortiums bien ciblés avec des méthodes extrêmement standardisées comme peuvent le faire des études par exemple du NIH aux États-Unis ou des études soutenues par la communauté européenne chez nous ici en Europe. Si on regarde le bilan en termes d'application de médecine translationnelle, c'est vrai que pour l'instant il est relativement faible, mais probablement les choses vont s'améliorer. J'ai pris deux exemples principaux. Le premier, c'est la démonstration de l'hypersensibilité à la bécavir, qui est un des éléments importants de la thérapeutique contre le VIH. Il a été démontré une association avec un antigène HLA-B dit 5701. C'est une variant dans le sillon en fait, de liaison de la molécule d'abécavir avec cette molécule HLA et avec la molécule chaperone qui s'appelle HSP70. Et tout ça fait que cette mutation entraîne une extrême sensibilité et des effets secondaires très très importants à l'utilisation de cette molécule anti-VIH.
Et ce qui fait que maintenant, on a un vrai diagnostic génétique qui permet de ne pas donner cette molécule aux patients qui présentent ce polymorphisme. Il y a aussi, bien entendu, toute la problématique dont je vous ai parlé du traitement leucémie, VIH, avec les greffes de moelle allogéniques de cellules souches d'individus homozygotes ayant la délétion de 32 paires de bases. Mais on sent bien quelque part que ça reste un petit peu anecdotique quand même dans l'applicabilité. La réponse au traitement de l'hépatite C, je vous ai parlé de la meilleure efficacité de l'interféron pégylé et de l'association avec la ribavirine dans les populations qui ont ce polymorphisme en amont du gène de IL-28B, mais pour l'instant, les facteurs d'amélioration de sensibilité ne sont pas encore suffisamment spectaculaires pour que ce soit véritablement rentré dans la pratique clinique. Le futur, c'est vraiment des situations cliniques dramatiques comme les encéphalites, comme le purpura fulminans, où on va peut-être trouver, grâce au gène, la possibilité d'anticiper sur ce type d'accident dramatique. Est-ce que ça ira jusqu'à du diagnostic génétique? On est encore sans doute loin du compte tenu du faible effet habituel, du faible impact de ces mutations. On ne va pas faire du diagnostic génétique pour des choses qui ont des lot scores de 1,2, 1,3, comme on l'a dit tout à l'heure. Donc c'est une science en devenir que je trouve personnellement absolument fabuleuse parce qu'elle plonge vraiment au fond de notre génome et elle ressurgit sur la compréhension de sensibilité à des infections, de développement, d'homéostasie, de maladies du système immunitaire. Si on attend les applications médicales, il est clair qu'il faudra se donner peut-être un petit peu plus de temps. Donc voilà, je vous remercie de votre attention. Si vous avez quelques questions, on peut essayer d'y répondre. Sinon, je ferai un petit break et puis je vous présenterai la personne qui va nous donner le séminaire aujourd'hui. Et puis on essaiera de faire une petite discussion globale à la fin. Merci.